We've been gone a long time. We back now. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé, ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de Sacha et Edouard. Comment ça va les copains ? Coucou. Salut, ça va très bien et toi ? Bah super, en vrai, très très en forme, il fait trop beau. C'est un peu difficile de voir des films en vrai. Ah, c'est vrai, c'est ça, c'est compliqué. En fait, pour une fois qu'on a eu le soleil, on devrait en profiter, quoi. Bah, pour le film Sinners, j'ai dû aller à une séance à 17h. Il faisait tellement beau, il y a la terrasse qui m'a fait les yeux doux en mode « Qu'est-ce que tu fais mec, vraiment, c'est pour le podcast !» Le moment, en fait. Cette semaine, on vous parlera du nouveau film de Ryan Coogler, Sinners, avec une double dose de Michael B. Jordan, qu'on avait connu pour son rôle de Killmonger du Wakanda, mais surtout pour avoir incarné Creed dans les spin-offs de Rocky. Deuxième sortie de la semaine, qu'on attendait quasi plus, sortie directement sur Netflix, Ravage, Havoc en anglais, de Gareth Evans, mettant en scène Tom Hardy en flic sombre en quête de rédemption. Et enfin, cette semaine, ce sera au tour de Sacha de nous amener une pépite du passé, Bon baiser de Bruges, sorti en 2008, avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Et tout ça sans oublier nos coups de cœur de la semaine. Alors si vous êtes prêts pour cet épisode plein de bagarres, de grosses tatanes et de balles doum doum dans le beffroi de Bruges, c'est parti. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future. This gift can bring fame and fortune. Will somebody take me in your eyes? But it also can pierce the veil between life and death. Alors, Sinners, pour le petit pitch, alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Donc, film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld et le tout premier rôle du jeune Miles Caton qui est absolument merveilleux. La critique s'emballe sur ce film, il est déjà annoncé comme un des meilleurs films de l'année. Les Rotten Tomatoes ne s'y trompent pas, on est à 98% des critiques et 97% de l'audience. Le budget a coûté 90 millions, c'est la Warner qui l'a produit. D'abord, très rapidement, les amis, petit tour de table, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Sinners ? Personnellement, c'est une belle surprise. Je l'attendais vraiment en tournant, celui-là. Je m'attendais surtout à un très mauvais film et j'étais agréablement surpris. Ryan Coogler, tu t'attendais à un mauvais film ? Ah, tu vas voir après, mais je suis pas le plus grand fan de ce monsieur. Qui est... Et toi, Edward ? Moi, je ne m'attendais à rien et je n'ai pas été du tout déçu. C'est vrai que j'étais un peu emballé et tout par la promesse, mais j'en attendais pas grand-chose et au final, plutôt agréablement surpris. Je pensais que les gens faisaient des caisses, un petit peu trop de caisses, mais c'est quand même pas mal. Des caissounettes, quoi. C'est une, Oui, une petite caisse. Caissette, quoi. Moi j'ai adoré, franchement, pareil, j'attendais pas grand chose. Après, moi je suis extrêmement fan de Michael B. Jordan. Les Creed, je les ai vus un nombre incalculable de fois. J'aime vraiment beaucoup. Ryan Coogler, vraiment, a priori, toutes les propositions qu'il a faites jusqu'à présent, moi, me convainquent. Par contre, voilà, je voyais un peu ce projet un peu étrange dont la bande-annonce révèle peut-être un peu trop de choses. Donc j'attendais pas grand chose. Et pareil, j'ai été vraiment super surpris. Mais qui va commencer du coup plus en profondeur sur cette analyse ? Peut-être toi, Edouard, vas-y, balance. Mon analyse, du coup, comme on le disait, du coup, c'est une double dose de Michael B. Jordan, donc deux jumeaux qui reviennent après avoir fait fortune dans la ville de Chicago et qui viennent, ouvrir un petit bar, saloon dans leur ville natale, et ça ne va pas se passer comme ils l'avaient prévu. C'est assez redoutable, je trouve, l'exposition du film. Et on a vraiment, par contre, je pense que le film est même pas en 3 actes, donc il n'y a même pas introduction, milieu, fin. C'est plutôt une grosse moitié et une autre grosse moitié avec un gros midpoint et un immense travail de réalisation sur notamment un plan séquence qu'on voit au milieu du film, qui est tout à fait super d'ailleurs. Qui sert de couture vraiment entre les deux Ouais, parties, c'est le vraiment jour ça, ouais. et la nuit, vraiment première Exactement partie dans la lumière, deuxième partie dans la nuit, et ce plan séquence c'est merveilleux. Ouais. C'est ça, le jour et la nuit, comme on le disait. Ouais, et c'est ça, et ça fait du coup un peu directement penser au film de Robert Rodriguez, donc From Dusk Till Dawn, tu vois, avec Tarantino, George Clooney. Ah oui, ça part complètement en zine, ce film, où la moitié des films ils changent de genre. Ouais. Et c'est ça, c'est un truc qui allait être un peu un road trip où tout a l'air plus ou moins normal, et puis boum, ils rentrent dans ce saloon, et en fait ils vont jamais vraiment en ressortir, ou en tout cas ils vont en ressortir que quand le soleil se relève, et il va se passer des choses pas tout à fait catholiques, on va dire, dans ce saloon. C'est ce film-là, pour l'anecdote, c'est ce film-là où Tarantino lèche les pieds de Salma Hayek remplis de tequila. Tout à fait. Ok, d'accord. Et c'est aussi dans ce film qu'elle doit avoir un énorme python sur les épaules alors qu'elle était terrorisée par les serpents et qu'elle a vraiment dû prendre sur elle pour faire cette scène de danse avec un serpent. Est-ce qu'on sera en train de hyper un prochain hors-série sur Dust Till Dawn ? Peut-être. Qui sait. Mais bref, reprenons.
Et bah du coup, tout de suite, toi, mon bon Sacha, toi, t'es plus critique réservé sur ce Sinners. En fait, moi, j'avais peur de la promesse de base. C'est-à-dire que déjà, de base, je trouve que la Warner nous habitue à des très mauvais films récemment. Dès que tu as le grand logo Warner, ça sent vraiment... On met un cachet, mais derrière, c'est nous qu'on choisit tout du film. C'est nous qu'on a le dernier montage. C'est nous qu'on choisit les acteurs principaux et tout. Du coup, j'avais très peur de la Warner. Et j'avais aussi très peur de Ryan. Parce que Ryan Coogler, c'est un très bon cinéaste, mais je trouve qu'il est terriblement surcoté. C'est un peu l'enfant prodige à qui on donne le bon Dieu sans confession, quoi. Typiquement, Wakanda, je me rappelle à l'époque, on parlait du meilleur film de tous les temps, no offense, mais c'est pas si bon que ça. Pour un Marvel, c'était un très bon film, mais de là à le porter en haut, en couleur, j'étais un peu pas d'accord, parce que concrètement, c'était Macbeth, mais réadapté, quoi. Wakanda 2, c'est une purge. Creed 1, c'est un bon film de sensation. Creed 2, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais il était encore derrière. J'étais pas super emballé non plus. Donc, bref. Creed 1 et 2, c'est Ryan. Et le Creed 3, c'est Michael B. Jordan qui passe derrière la caméra. Voilà. Ben, moi, j'ai arrêté au 2 parce que j'avais déjà eu beaucoup plus de mal. Okay. Mais le 1 était quand même un bon film sportif, mais bref. Tout ça pour dire que je trouve de base que M. Coogler est terriblement surcoté. Michael B. Jordan, j'ai aucun souci avec ce monsieur. Au contraire, je trouve qu'il fait vraiment bien le boulot. Ils ont vu sa carrure, vaut mieux pas avoir trop de soucis. Oui, là, sur le coup, vraiment, ses bras, c'est mes cuisses, quoi. Mais bref. Et donc, j'avais très peur de ça parce que c'était non seulement un film que Ryan allait réaliser, mais en plus un film que Ryan a écrit. Donc, il possède tout. Donc, jusque-là, c'est techniquement un film d'auteur. Donc, ça promettait quelque chose d'un peu plus chouette. C'était sa vision. Puis, je me suis rappelé quand même la partie capitalisme derrière. Vu que c'est lui qui a écrit, qui a réalisé, c'est aussi sa licence. Donc, si le film marche bien, c'est Ryan Coogler qui pourra décider s'il va voir ailleurs pour faire encore plus de spin-off, encore plus de séries de ce film. Mais bon, à mon avis, il se suffit à lui-même, quoi. Ouais, il y a déjà partout sur les internets des mèmes du Sinners Cinematic Universe et toutes les potentielles suites. Il y a des gens qui ont imaginé déjà genre 7 ou 8 suites, je pense, qui sont possibles avec l'univers Sinners. Bon, moi, je vois pas comment tu fais une suite de juste une de ça. Il y aura peut-être des spin-offs ou des préquels ou des sequels, mais je vois pas comment tu fais beaucoup plus là-dessus, quoi. Je vois pas vraiment l'intérêt non plus. Je pense que ce film se suffit à lui-même. Mais donc, comme tu as très bien dit, il y a 2 grands actes dans ce film, première moitié, deuxième moitié. Et moi, je m'attendais vraiment, quand tu vois la bande-annonce, tu t'attends à un énième film de sensation où concrètement, il y a une menace, il y a des gentils, et à la fin de la nuit, il y a peut-être pas tous les gentils qui sont vivants. Je m'attendais à un bête film comme ça. Et de voir une première heure vraiment d'introduction, il nous prend par la main pour nous amener dans cet univers qui est vraiment très bien fait, très bien réalisé, très bien amené, avec une musique de Ludwig Göransson. Ouais. Incroyable. Incroyable, ouais. Incroyable. Cette première moitié, moi vraiment, je l'ai pas senti. Et très très bien reconstitué, hein, ce Mississippi des années 30, les costumes, vraiment un travail de détail incroyable. On est encore dans une Amérique très raciste, très puritaine, et vraiment... Dans les champs de coton du Sud. Oui, c'est ça en fait. Et vraiment, cette petite guitare acoustique derrière, ça m'a transporté cette première heure. Pour moi, c'est vraiment du génie, quoi. Et j'étais très agréablement surpris. Et pourtant, je trouve pas que c'est misérabiliste, parce qu'on voit on voit ces personnes noires de l'époque récolter le coton, mais il y a pas ce côté les pauvres, etc. C'est pas misérabiliste, quoi. C'est juste c'est comme ça que la vie est, et elle va être comme ça, quoi. Et on sent déjà que le danger est permanent à chaque tournant, hein. On voit déjà qu'il y a encore le Ku Klux Klan qui est cité, quand même, qui est en menace permanente. On voit vraiment qu'à chaque croisement de rue et de route, sans faire de mauvais jeu de mots sur le Crossroad Blues, à chaque croisement de rue, éventuellement, le danger guette. Donc il y a quand même une menace qui arrive, mais discrètement, dans la première partie. Mais toi, du coup, c'est à la césure que ça te plaît plus, c'est la deuxième partie, dans la nuit, que t'aimes moins, c'est ça ? En fait, je trouve que tout le film perd en intensité à la deuxième partie. C'est-à-dire, la première partie, c'est vraiment un univers qui s'offre à toi et qui est très bien amené par la réalisation de M. Coogler, et j'ai tiré mon chapeau. Le combiné à la musique de Ludwig, on l'avait entendu dans Oppenheimer, hein, un génie aussi. Donc franchement, je trouve que le duo marchait très très bien. C'était vraiment un très très grand clip, parce qu'en plus, il y avait énormément de mise en scène, énormément de plans séquences, parce que M. Coogler, il avait vraiment une vision derrière ce film. Il a tourné ce film en 2 caméras, parce que c'est aussi un peu un taré de la vidéo. Il a fait un truc spécial pour les IMAX et un autre truc avec une plus courte focale qui est beaucoup plus rapprochée pour proposer une image beaucoup plus qualitative et presque un peu graineuse, quoi. Donc moi je trouvais que c'était vraiment une réalisation à l'ancienne. Cette première heure, on a l'impression qu'on regarde Autant n'emporte le vent, avec des fondus, avec des longs travelling qui suivent les personnages, où tu as vraiment une composition d'image très simple, en fait. À droite, à gauche, on respecte la règle des tiers, et on suit cette première heure qui était à l'ancienne, quoi, un peu traditionnelle, quoi, je trouve. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le dire. Je pense qu'aucun de nous trois ici n'a pu apprécier ça, mais si vous avez l'occasion, et je le dis aux auditeurs auditrices, de le voir en IMAX, vous allez voir une variation de ratio de l'image.
C'est la première fois dans l'histoire du cinéma que ces deux ratios ont été mis ensemble dans un même film. Et donc, vous allez avoir le cadre qui se resserre, ou plutôt l'inverse, le cadre qui va se rallonger. Donc, vous allez gagner en image pour les scènes les plus intenses. Donc, dès qu'il y a une scène de baston, quelque chose qui va vraiment être impactant selon le réalisateur, vous avez votre image sur les deux côtés droite et gauche qui va s'ouvrir parce qu'il repasse en IMAX ultra. Et c'est vraiment sa volonté de le faire. Le problème, c'est que si on le voit dans 95% des écrans qu'on peut trouver en Belgique, vous n'allez pas voir la diff parce qu'ils ont tout découpé dans un seul rectangle pour que ça tienne. Donc voilà, je sais pas si c'est un gimmick. En tout cas, lui, il s'est fait plaisir avec ça. Mais tu fais bien de le dire que c'est une première historique de faire ces deux images dans un film. Puis moi, ça m'a rappelé un peu cette première partie, ça m'a vachement rappelé Oh Brother des frères Cohen. Donc du coup, qui se passe dans ce bayou avec tous ces champs, les prisonniers, c'est un peu tous ces paysages-là et un peu le bon vieil accent de ces régions-là. Damn right. Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a fait vachement plaisir et c'est clair que. En fait, j'ai pris un pied de fou parce que c'est presque comme un road trip, en fait, vu qu'on suit un peu le parcours de chacun des frères à travers sa journée pour accomplir les différentes tâches qui se sont assignées à tous les deux. On leur met un peu de background, on leur met des émotions, on leur met chacun un love interest, ou l'inverse d'ailleurs, une personne qui reste et qui n'aurait pas dû, et puis au final qui devient quelqu'un d'autre relativement vite, et puis je me suis laissé emporter à fond, et c'était en fait la première partie. Elle est ultra belle et m'a aussi un peu rappelé The Green Book. Ouais. Du coup, dans tout ce côté road trip et Amérique profonde, en tout cas, c'est la première partie est vraiment un pur plaisir pour n'importe qui. Tout le monde peut voir ça, quoi. Mais ça me permet de très vite arriver sur ce que je voulais parler. Le casting de ce film est très bien choisi, très juste. Parce que ce soit tous ceux qui rejoignent en fait un peu le clan, la famille, tout est bien casté. On a Michael B. Jordan qui arrive à créer des différences entre les deux jumeaux. D'ailleurs, qualitativement, j'ai pas vu la différence. Genre, quand ils étaient dans la même scène, les deux jumeaux. Avec la cigarette, là. Ouais, incroyable. Je sais pas comment ils ont fait. C'était incroyable. Et Hailey Steinfeld, qu'on a l'habitude de jouer dans plus, allez, sans être désagréable, plus pas une potiche, mais plus quelqu'un qui jouait plus parce qu'elle était, voilà. C'est plutôt un second couteau d'habitude. Et là, elle a un rôle vraiment flamboyant, quoi. Plus important, surtout, elle a un accent, elle balance parfois des punchs qui sont incroyables, qui sont restés gravés dans les mémoires. Et aussi le méchant qui arrive après 40 minutes, qui est un peu la menace. Jake O'Connell. Voilà, incroyable ce type. Il a un regard, ils l'ont vraiment très bien casté parce qu'il a un regard et un sourire énigmatique. Il peut vouloir du mal ou du bien à quelqu'un juste avec ce regard. Et je trouve ça très fort de l'avoir pris lui. Tu sais où il avait joué, lui? Tu t'es reconnu cet acteur? Oui, moi je l'avais vu à la base dans Skins. La série Skins UK. Il a joué dans Eden Lake, un film d'horreur avec Fassbender qui est absolument un des pires trucs que j'ai vu. À un moment donné, ça mâchonne des lames de rasoir, il faut le savoir. Non, il a joué dans Jungle Land aussi, un truc de boxe avec Charlie Hunnam en 2019 qui est incroyable. Enfin, bref, moi j'aime vraiment beaucoup cet acteur britannique, mais qui fait une carrière de dingue aux États-Unis. Mais à mon avis, lui par contre, il va être cantonné à rester un second couteau parce que ça fait des années qu'on dit lui, il va d'office tôt ou tard percer. Ça fait un bon 20 ans maintenant qu'on le dit. Il a des bons seconds rôles. Ouais. Sauf celui où il a joué le petit copain dans Amy. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est très mauvais biopic de Amy Winehouse où Amy Winehouse ne prend pas de drogue ni d'alcool. C'est très mauvais. J'ai pas vu et ça donne pas envie, quoi, en tout cas. Et franchement, mention spéciale pour ce petit Miles Catton, quoi, qui joue finalement le personnage principal, celui avec sa guitare qui va vivre toute cette histoire. C'est la toute première fois qu'il joue. Il a même pas un demi-documentaire caché, c'est un casting sauvage. Introducing. Et en plus, il est chanteur. Enfin, il a tous les talents, ce gars, quoi. Genre vraiment, il crève l'écran. Je trouve même qu'il joue même mieux que Michael B. Jordan. Vraiment, il tient. En tout cas, il arrive à tenir face à des pointures en face de lui. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Et en fait, il a ce truc un peu comme pas mal d'acteurs où il n'a pas besoin d'en faire trop. En fait, presque en faisant rien, il est déjà extraordinaire et ultra juste dans tout ce qu'il fait. Et puis moi, comme on le disait, ce moment où il chante dans la voiture, on a la même réaction que le personnage et c'est waouh. Ouais. Franchement, c'est... We're gonna make a lot of money with that game. Peut-être pour avancer un petit peu, moi c'est vraiment mon gros point faible, parce que je suis d'accord avec vos analyses, honnêtement. Moi, mon point faible un peu du film, je trouve que d'un point de vue formel, il est merveilleux. J'ai plus de mal avec un petit peu qu'est-ce qu'il essaie de me dire, le film. En fait, j'ai l'impression que le film essaye d'en dire trop, essaye de parler de trop de thématiques. Alors peut-être qu'on n'a pas non plus une connaissance de la culture américaine totale qui nous permet de comprendre tout ce qui est dedans, mais de mon point de vue, il y a au moins 3 messages qu'il essaye plus ou moins de mettre dedans. Il y a une espèce d'appropriation culturelle, une espèce de remplacement un peu culturel, où la menace viendrait des blancs irlandais et qui menacent tout ce peuple qui était en fait composé d'un melting pot de tous les peuples un peu originaux des États-Unis. Donc t'as un petit peu ce truc un peu de violence, de remplacement culturel, mais tout ça est pas super clair non plus. T'as un truc vraiment religion chrétienne versus
les croyances ancestrales. C'est dit dès le début dans l'introduction, tout le vaudou, toutes les croyances indiennes, etc. Tout ça est quand même un petit peu en confrontation avec une espèce aussi de remplacement au niveau spirituel, mais à nouveau, je trouve qu'il aboutit pas totalement. Et puis, il y a ce titre, Sinners. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que tous les personnages en présence dans ce film sont des pécheurs, que ce soit une femme qui trompe son mari, que ce soit le gars le héros principal qui veut jouer de la guitare blues alors que son père qui est justement un prêcheur, lui refuse de le faire. Il lui dit que c'est la musique du diable et qu'en fait ils sont endiablés dans cette espèce de saloon qui est, on a l'impression que c'est un peu le purgatoire, ce truc, tu sais, avec ses danses très très sexuelles, très très. Enfin, il y a tout ça. Et je suis un peu genre film. Qu'est-ce que tu me dis? D'ailleurs, à nos auditeurs auditrices, restez jusqu'au bout parce qu'il y a 2 petites scènes post-crédit qui arrivent, qui essaient de donner encore plus de réponses, mais t'es un petit peu genre oui, mais en fait encore moins de réponses. Ça, c'est vraiment mon point faible. Comment vous avez ressenti le film? Est-ce que vous avez compris de quoi ça voulait parler vraiment? Et est-ce que Ryan Coogler a pas essayé de mâcher un truc trop gros pour lui? Moi, en fait, je pense que du coup, c'est pour ça que je comprends du coup les remarques dont je parlais tout à l'heure avec le Sinners Cinematic Universe, c'est qu'en fait, dans le film, je vois énormément de potentiel, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une vraie ode, comme on en a parlé, même dans ce plan séquence, une ode aux minorités en fait, donc notamment les Amérindiens, les Asiatiques, la communauté noire. Et en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié ce truc-là qu'il y ait vraiment de la représentation dans toutes ces ethnies en tout cas, et toutes les rivalités qui les a opposées par le passé et toujours par le présent d'ailleurs. Mais je trouve que c'est pas manichéen en tout cas. Il n'y a pas que, entre gros guillemets, hein, attention je le fais bien avec mes doigts, il n'y a pas que blanc versus noir, quoi. Ça va plus loin, c'est plus profond que ça. Et j'aime bien la représentation en tant que vampire, et au final moi je m'attendais presque à ce qu'il y ait que des vampires blancs, et que presque genre les autres ethnies auraient été immunisées par je ne sais quelle raison, ou j'en sais rien, quoi. Je m'attendais éventuellement à ça, et en fait ils sont pas tombés dans ce truc-là, donc moi j'ai trouvé ça super. En fait, même la deuxième partie, elle est en fait c'est juste que le film est très très différent d'une partie à une autre, mais pour autant un kiff. On se rappelle, je la cite rapidement, la scène du bras. Voilà, ceux qui auront vu le film à mon avis ont ressenti un peu de frissons à ce moment-là. J'ai préféré le fameux bras là, ouais. Le bras est fantastique, et j'aime bien aussi qu'on parle du fait de cette porte qui est vraiment comment dire, j'ai jamais vu un film de vampire qui mettait en avant le fait que il fallait absolument les laisser rentrer, sinon ils ne peuvent pas rentrer. Ils devaient recevoir une invitation. C'est connu dans le lore des vampires. Hein. Dans le lore des vampires, tu dois être invité. Ouais, c'est connu, mais c'est pas assez exploité, je trouve. C'est pas assez respecté. Ouais, de ouf. Qui a vu True Blood ici? Qui connaît True Blood? Moi, j'ai vu True Blood et j'ai beaucoup aimé. Ça travaille énormément sur ça. Le fait de l'entrée est un des trucs principaux de la série. Et d'ailleurs, à tout moment, l'invitation peut être résiliée aussi. Et donc, tu vois le vampire qui est carrément vraiment happé comme un espèce d'aspirateur géant. Il ressort de la maison si tu lui dis tu n'es plus le bienvenu ici, quoi. Et donc, il y a des effets spéciaux comme ça. Non, True Blood, meilleure série, qui se passe aussi dans le Mississippi, dans la mine américaine, très profonde, Baton Rouge. Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé avec ce film, c'est que ce plan séquence au milieu, très sympa d'ailleurs, représente vraiment une phrase que Delta Sim, qui est un personnage, ce vieux singe à qui on n'apprend plus comment faire des grimaces, qui sait jouer du piano, de l'harmonica, qui est un peu le comique de situation de tout au long du film. Il dit au début du film, parce que c'est lui qui balance quelques punchlines les plus poignantes et les plus intéressantes, il dit: tu sais, les Blancs, ils adorent le blues, ils aiment juste pas qui la joue, quoi. Concrètement, c'est très simple. Ouais. Pour moi, le thème principal de ce film, c'est l'appropriation culturelle. C'est le fait que déjà, à l'époque, les Blancs demandaient à des Noirs de venir jouer parce qu'eux ne savaient pas le faire. Techniquement, ils n'avaient pas le rythme, ils n'avaient pas les connaissances. Et donc, du coup, cette scène avec le plan séquence on va pas trop en dire parce que je pense que c'est une scène à vivre, mais qui rassemble en fait plusieurs minorités de plusieurs aspects différents. Et après, vraiment, ce contre-champ, et on voit Jake O'Connor qui arrive et qui voit pour la première fois ce havre, en fait, cette espèce de... Le gros bateau que Moïse il a fait, comment ça s'appelle déjà ? L'arche. Voilà, cette espèce d'arche. Le melting pot américain. Et tu vois dans les yeux la lueur de malveillance qui se dégage de cet acteur est incroyable, et ça montre vraiment ce que, pour moi, Ryan a voulu lui dire. C'était vraiment de l'appropriation culturelle, quoi. Mais après, évidemment, le film, pour moi, se perd un peu de sa deuxième partie, parce qu'évidemment, il doit mettre un moment, il doit offrir ce qu'on attend de ce film, un peu de sensation, un peu de frisson, et à la fin il devient presque kitsch, quoi. Je veux pas parler de la fin, mais la fin pour moi c'est carrément kitsch. C'est kitschissime. Oui, c'est carrément kitsch. Un peu et qui sort du film et qui pour moi sort globalement de la narration. Et moi j'ai rigolé. Ça dessert le film, ouais. Ouais, de ouf. La toute fin, les 5-10 dernières minutes desservent un peu tout le propos et le film, et toute la qualité et toutes les qualités qu'il a amené jusque là, quoi.
Bon, excellent. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de Sinners. Et puis, nous, sans plus attendre, on va passer au deuxième film de notre sélection, Ravage. I just came from a crime scene. 9 bodies. I make one phone call. You and your friends go down for life. What brings you boys here? We didn't want to miss out on all the fun. This is my town. And don't forget, I know what you did. Alors, Ravage, pour le petit pitch, un détective meurtri doit se frayer un chemin dans la clandestinité criminelle après une affaire de drogue qui a mal tourné pour sauver le fils d'un politicien, tout en démêlant un réseau de corruption et de conspiration qui prend au piège toute la ville. Oui, un pitch un petit peu de halluciné, un petit peu cryptique, mais donc film de Gareth Evans avec Tom Hardy, Forest Whitaker, avec Timothy Olyphant notamment. 90 millions, ça a coûté 90 millions pour nos amis français. Pour le moment, les reviews sont moyens, même moyen faibles, donc 65% des critiques et surtout l'audience lui met 39%. Donc ce film Netflix qui a quand même coûté un certain budget qu'on attendait depuis plus de 5 ans. C'est un peu la Arlésienne, ce film de Tom Hardy dont on avait des nouvelles en 2020, 21, 22. On a pensé qu'il allait jamais sortir. Il est maintenant disponible. Qu'est-ce qu'on a pensé d'abord très rapidement de ce film Netflix, mon Sacha? Moi, c'est un oui. C'est une bonne barre de rire. C'est 1h40 bien frappé, quoi. C'est tout à fait le cas de le dire. Et toi, Edouard? Alors moi, ce sera un turbo non. Voilà. Turbo non. Turbo. Turbo non. Turbo. Et moi, c'est un plutôt non. Plutôt non, mais je reconnais ce que le film a essayé de faire et les scènes qui sont vraiment bien faites. Mais alors du coup, je commence peut-être par celui qui a le plus aimé. Vas-y, mon bon Sacha, dis-nous un peu plus ce qui t'a plu dans ce film, ce que tu l'attendais, Tom Hardy, tout ça. Alors, je l'attendais pas parce que je l'ai pas vu venir, mais quand j'ai vu la feuille de match du film, là par contre, je me disais, ça peut être fun. Et donc, je l'ai vraiment pris pour ce qu'il était parce que Gareth Evans, pour ceux qui savent pas qui c'est un monsieur qui, on l'appelle un peu le papa de la tatane, quoi, dans le milieu. Il a fait typiquement The Raid, qui est un film d'action, mais c'est du génie. Et en fait, The Raid, à l'époque, qui est sorti en 2011, était déjà vraiment montré les prémices de ce que Gareth Evans allait faire tout au long de sa carrière. Concrètement, il allait distribuer des patates tout du long. C'est un chorégraphe de base de combat et tout, qui a travaillé sur plein de projets. Et on a commencé à lui donner les rênes de beaucoup plus de projets parce qu'on a vu, en fait, toi, tu sais faire de la bagarre, tu sais faire ça, clairement, tu rêves de ça. Et donc, du coup, Gareth Evans, quand il a signé le projet avec Tom Hardy, quand on sait utiliser, c'est une machine de guerre, ce bazar. C'est quelqu'un de sanguin, quelqu'un de lourd. Tu sens la puissance de ses coups dans Mad Max. Incroyable, ce film. Ouais. Incroyable, ce film, et on l'utilise pas assez parce qu'ils ont raison d'ailleurs, ils ont plus utilisé Charlize Theron, mais bref. Non, mais George Miller l'avait déjà bien utilisé. C'est peut-être le seul qui avait utilisé la masse de cet acteur-là oui, c'est ça, parce pour que ses films. Ouais. Ce type est puissant dans Batman, le 3, tu vois vraiment de quoi il est capable. Quoi. Voilà, il y a Bronson aussi. Et par ailleurs, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien aussi, accessoirement. Voilà. Je sais pas si vous avez l'anecdote qui est incroyable. Il s'était inscrit en secret dans un tournoi et il a gagné. Genre, le gars, il a plié le game, quoi. Non, mais il est vraiment très, très obsessif dans son entraînement, quoi. Ah, il est vraiment balèze, mais donc du coup, un film d'action d'un mec qui distribue des pains en veux-tu, en voilà, avec Tom Hardy. Moi, je signe tout de suite. Je vais pas mentir, je suis pas le plus malin de ce podcast, loin de là. Et ce genre de petit objet qu'il faut prendre tel qu'il est, moi, j'adore. C'est vraiment une barre de rire. Et je trouve personnellement qu'on est servi. Il y a vraiment des scènes de patates. Vraiment, c'est très généreux. Ouais, c'est très généreux dans un monde où on sort des John Wick tous les 2 ans. Je trouve que c'est vraiment balèze de se faire une place là-dedans. Mais je vais quand même lancer tout doucement, retirer le frein à main et lancer la voiture dans la pente glissante. Hélas, il y a quelques défauts à ce film. Voilà. Typiquement, le scénario, je sais pas pourquoi, ça c'est un problème du 21e siècle. On a besoin de faire des scénarios faussement compliqués, de faire des enjeux, dans des sous-intrigues avec des sous-intrigues. Il n'y a pas besoin. Je trouve qu'il n'y a pas besoin. Bon, la parole est à l'attaque. Voilà. Vas-y, mon bon Edouard, dont tu m'as confié qu'à un moment donné, tu as dû le mettre en accéléré tellement t'en pouvais plus. Ah ouais. Donc, voilà. Alors bon, voilà, je vais pas faire le mec. Ça m'arrive très 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 peu, voire jamais. Aussi, je ne quitte jamais une salle de cinéma. C'est vraiment pas mon. Même si à la 40e minute, j'ai déjà envie d'en finir avec la vie. Même dans Megalopolis. Voilà, c'est exactement celui-là dont je pensais. Je vais jusqu'au bout, j'essaye, je fais mon max. Celui-ci, je l'ai regardé en entier, mais à partir de la 58e minute, j'ai mis en x1,5. Désolé, et ça n'a pas changé grand-chose, selon moi, je pense. Bref, je vous lis vite fait ma petite review sur Letterboxd que j'ai mis. Donc, le film en français s'appelle Ravage, je rappelle. Je suis en effet ravagé par ce à quoi je viens d'assister, 1 étoile.
Bon, voilà. Simple et efficace, quoi. Simple et efficace. Comme une tatane de Gareth Evans. Tout à fait, on a essayé de se mettre dans l'ambiance. Donc voilà, il y a plein de trucs que je comprends pas. Déjà, par exemple, je prends le début du film, il y a une énorme poursuite en bagnole. Un truc que j'apprécie en général, notamment dans des films comme The Green Hornet, que moi j'aime bien par exemple. Oui, génial, de Green Hornet. Avec Seth Rogen. Voilà, avec Seth Rogen. Et de Michel Gondry aussi, on l'oublie souvent. Et ça, donc du coup, c'est des trucs que moi je peux vraiment apprécier. Une poursuite en bagnole bien faite, aucun problème avec ça. Sauf que là, on dirait vraiment des cinématiques de PS3 à plein de moments. Et je me suis dit, bon, bah, je ne sais pas ce qui se passe. Le caméraman a-t-il Parkinson? J'en sais rien parce que la caméra tremble tout le temps. J'avais presque envie de gerber. Premier degré, là, je suis pas en train d'abuser. C'est un peu illisible. Oui, franchement, c'est très très difficile à suivre. Et j'étais même pas encore en accéléré à ce moment-là. Donc, très très difficile. Aussi, il y a un manque des fois un manque d'envie de raconter une vraie histoire parce que on est devant des méchants voilà, qui vendent de la drogue comme par hasard, qui sont d'origine asiatique, mais sauf qu'ils se sont dit juste ça, bon ils sont d'origine asiatique, ça va le faire. Et en fait, si on écoute bien, si on regarde bien, les acteurs sont japonais, ils écoutent de la musique en coréen et ils parlent en chinois, donc il faudrait peut-être faire un meilleur travail que ça la prochaine fois. Mais pourquoi tu vas dans le détail aussi, toi? On est là pour tacler tout ce qu'il y a, hein. Écoute, voilà, moi je dis vraiment, pour tous ces détails innombrables d'erreurs monumentales, je n'ai pas pu apprécier le film, je suis désolé. Et puis aussi la plus grande, je pense, le plus grand reproche que j'ai à faire, c'est vrai qu'on a un scénario bien trop compliqué pour ce que ça veut vraiment dire. Et aussi, on est vraiment à base de 3 phrases qui sont brutes pour point. Ça dit une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et puis gunfight pendant 2 bagarre, minutes. Quoi. Il y a vraiment le gunfight de milieu de film. Il dure en tout et pour tout, je crois, si je me rappelle bien, 12 minutes, je pense. C'est infernal. T'as pas besoin de plus. C'est infernal. Ceci, tu trouves, elle est vraiment. Parce que moi, je suis vraiment en demi-teinte, je suis vraiment pile entre vous deux dans l'analyse, mais je trouve quand même que la scène de la boîte de nuit qui arrive pile au milieu du film est vraiment, vraiment, vraiment jouissive et elle ferait rougir même John Wick, honnêtement. Elle est très très bien chorégraphiée. Il y a quand même un move avec un seau à champagne qui est vraiment bien senti. Ouais. Il y a des machettes qui découpent tous les os du corps humain, honnêtement. C'est vraiment bien la chorégraphie et tu sens que Tom Hardy est pas doublé tant que ça. Il y a plein de moments vraiment où il fait le taf parce que c'est un acteur très physique, on l'a dit. Et donc ça a vraiment rien à sauver cette scène-là. Et peut-être après, un peu la scène de fin du chalet, tout ça, il y a quand même des belles choses dedans, quoi. Cette scène-là, en réalité, c'est vrai qu'elle est très bien chorégraphiée, ça j'ai pas de problème avec ça. Mais par exemple, ça, c'est le seul bon point que j'ai retiré du film, je pense. Enfin, l'un des seuls en tout cas. C'est qu'il y a de la musique de Geza Felstein. Ça, c'était génial. Il y avait OPR qui passait derrière. Voilà, donc ça, shout out à eux pour avoir mis Geza Felstein, j'adore. Donc, aucun problème avec ça. Mais 12 minutes, c'est trop long en fait. C'est trop long. Faites un court-métrage où c'est juste une baston. 12 minutes, c'est trop long. Dans John Wick 4, c'est 2 heures de tatane non-stop. Tu te souviens des marches de Montmartre? C'était plus que 12 minutes le truc. Je n'ai pas vu. Pourquoi t'es à cette table? On a pour parler de tatane. T'as même pas ta ceinture jaune de tatane, enfin. On l'invitera pas à Clash of Tatane. Toi, tu seras pas invité, bonhomme. Les amis, j'ai vu Hard Boiled. Je vous recommande plutôt Hard Boiled que Ravage, hein, pour le coup. Et en fait, c'est vraiment un film des années 80, un peu comme le flic de Beverly Hills, tu vois, hyper cliché, hyper kitsch, en fait. C'est presque l'Arme Fatale 1 qui rencontre John Wick, en fait. Je trouve ce film, typiquement, au milieu du film, il se rend compte qu'à présent, tous les fusils sont des mitraillettes. C'est-à-dire que même dans Desert Eagle qui s'est tiré 6 coups, ça devient un Uzi qui balance une rafale à chaque fois. Et donc, dès qu'il tire sur quelqu'un, il vide un chargeur. Et je trouve ça, c'est très drôle. Ça en devient kitschissime parce qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais il y a une dose d'hémoglobine dans ce film. Ouais. Dès qu'on tire sur quelqu'un, ça explose de partout. C'est drôle, c'est génial. Et c'est vraiment, pour moi, tourné à la fin en second degré. Parce qu'à mon avis, une fois que tu as passé les 2 premiers quarts du film, donc la moitié en fait techniquement, où on a installé tous les personnages, tout le scénario qui finalement c'est juste un prétexte, parce que vraiment Forest Whitaker, on n'a pas encore parlé, c'est vraiment un cliché. C'est vraiment, il est venu prendre son chèque. Je suis l'homme politique corrompu, mais avec des envies. Voilà, ça là. Et ce personnage s'arrête là. Et c'est pour ça que je trouve ça très drôle. Tom Hardy, qui est juste un vieux flic rabougri, mauvais père, mais qui a un bon fond, ça s'arrête là. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film, parce que la simplicité de la chose. Gareth Evans, il nous a vendu un film sous couvert de film policier, mais je trouve que il a bien fait ça. Il a quand même relié ensemble les gros points du film avec du mauvais scénario, des mauvais dialogues, mais je trouve que ça les vaut.
Bon, il utilise quand même des harpons, il utilise quand même des gros crochets. Voilà, il il utilise est gros un peu tout, voilà. crochet, il tape Toutes les armes blanches, il passe, quoi. Et ça, c'est quand même super plaisant. Bon, il faut évidemment aimer ce genre, hein, mais enfin, t'as raison que sur les effets de sang, moi j'avais fait la blague sur notre groupe WhatsApp en interne, mais j'ai l'impression que c'est un examen final pour étudiants en effets spéciaux, genre After Effects, le truc, parce que chaque impact demande d'avoir une explosion de sang. Je veux dire, à mon avis, c'est fait par des étudiants en dernière année, quoi, clairement. Moi, en fait, il y a un truc aussi dont je me rappelle maintenant. Déjà, je reviens vite fait sur les balles du chargeur dont tu parlais juste avant. Dans mes notes, je retrouve 2800 balles par chargeur. C'est la vérité, hein, vraiment. Ils changent jamais. Oui. C'est un peu le truc de ce genre de film, donc on va pas pinailler plus Dans là-dessus. John Wick, il les compte. C'est un des avantages de John Wick, chaque balle est comptée avec chargeur et tout. Ça fait Mais partie de la c'est pas mal. chorégraphie. Et John Wick, tu peux être certain que derrière le chorégraphe et derrière le réalisateur, il y a un expert de la guerre et des armes de poing. Là, on n'en a pas besoin, Bah mais de non. toute façon, on va pas respecter tout ça, la physique. Et donc, du coup, aussi, il y a le fait que moi, du coup, on parlait du scénario. Je n'ai rien compris à la responsabilité Y a de pas chacun besoin. des personnages avec chacun. Et franchement, ça m'a juste rendu fou furieux. Genre, le fils de lui a tué le fils de elle. Et en fait, elle veut se venger sur le père de lui, qui en fait connaît la police. Il y a dans la police un méchant qui est en fait gentil. Mais après, il y a un autre méchant qui est vraiment méchant, lui. Ils ont tué un mec au début qui n'a aucune incidence sur la suite. Mais tu dois pas aller Oui. si loin. Je sais pas pourquoi. Il faut regarder ce film avec un tableau à côté. Une fois que t'as relié tous les personnages, c'est plié. hein. Non, vraiment. Non, c'est pas pour le scénario, il faut regarder ce film, vraiment. Non, C'est parce que vraiment. c'est vraiment un prétexte. Mais moi, je reviens vite sur ce que t'as dit. Déjà, moi, je trouve que la course-poursuite du début est vraiment efficace. Moi, j'ai bien aimé le fait. illisible, quoi. Ben, moi, j'aimais bien cette espèce de caméra qui se mettait derrière la PlayStation. Enfin, pardon, derrière la voiture. Exactement, très bon lapsus. Qui derrière je ne le couperai pas. Derrière la voiture, ça voit vraiment que c'est un jeu vidéo, tu vois. Je Pour ne moi, le couperai pas. il a fait ça comme un jeu vidéo. En plus, avec du grain dans l'image, le flou, pour éviter qu'on voit trop le CGI. Moi, j'ai accepté, j'ai mis mon cerveau off à ce moment-là, et surtout, il mettait de la profondeur tout du long de ce champ. Tu vois, à un moment, il s'en fout de la perspective, il s'en fout de la physique. La caméra, elle monte et on retrouve la voiture qui parlait dans l'autre sens, qui fait un angle à 180 degrés, qui d'un seul coup est face à nous. Tu sais que pour faire ce plan, je vois très bien le truc, c'est le pont. En Ouais. fait, j'ai vu le behind the scenes, ça veut dire que toutes les voitures du plan d'avant sont toutes en CGI. Donc là, c'est complètement, ça commence en PlayStation, et en fait, il commence vraiment son travelling réel au-dessus du pont, mais ça donne une impression incroyable d'avoir en fait une caméra qui fait un mouvement irréaliste, mais parce qu'en fait tout le reste c'est CGI. C'est moche du coup, mais au moins il essaye de faire des choses. C'est moche, mais il fait des choses. Donc, Ouais, j'ai bien aimé. Enfin, en fait, je trouvais pas la réal horrible en fait, mais juste le fait que déjà ça ressemble vraiment à Need for Speed Most Wanted, et ça c'est un bon jeu au moins. Ah, il était chouette ce jeu. Non, les idées de réalisation sont là, sont bien. Mais pourquoi le caméraman a un Parkinson quoi. Enfin, genre, je suis navré. Mais Il a pas fait exprès. hein. Ah, mais c'est pas de sa faute. Mais j'imagine. Mais il faut peut-être pas l'engager quoi. Du coup, en tant que caméraman, c'est bizarre quoi. Bon, bah avouez que ça nous a divisé ce film Ravage. Dont je pense que Tom Hardy est assez fier en fait, hein, parce que ça fait 5 ans qu'il bosse dessus et Gareth Evans, je pense qu'ils sont persuadés d'avoir fait un nouveau raid. D'ailleurs il y a un raid 2 qui est sorti, voilà. Donc ce Gareth Evans a priori est plutôt installé en maître de la tatane, mais là visiblement ce Ravage ça n'a pas plu à tout le monde autour de ce micro. Mais donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce Havoc, en anglais Ravage ou Ravage On va dire Avoc. ou Havoc. Ouais. Faut prendre un avocat pour défendre ce film. Je dirais ravagé. Ouais, Bon, très bien. Ça commence à fatiguer. On garde le rythme, les amis. Sans plus attendre, on va passer à la pépite du passé. Ça va être à ton tour, mon bon Sacha. After I killed them, I walked home to await instructions. Get to Bruges. Bruges. Where's that? It's in Belgium. For 2 weeks? In Bruges? In a room like this? With you? No way. Been to the top of the tower? Guidebook says it's a must-see. Well, you ain't going up there. Why? It's all windy stairs. I'm not being funny. What exactly are you trying to say? They're a bunch of elephants. Blakely, Yes. you have a message. Alors, In Bruges, pour le petit pitch. Après un contrat qui a mal tourné à Londres, 2 tueurs à gages reçoivent l'ordre d'aller se faire oublier quelque temps à Bruges. Quand leur boss finit par appeler et demande à l'un des tueurs d'abattre l'autre, les vacances se transforment rapidement en une course-poursuite surréaliste dans les rues de la ville. Donc, premier long métrage de Martin McDonagh, avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes et même un petit quand même caméo, plus que caméo, de Jérémy Régnier, notre acteur belge, et de Clémence Poésy, qu'on avait connu pour Harry Potter, Fleur de la Cour, voilà, tout à fait. Donc le film qui a coûté 15 millions, qui en a rapporté 35, a plutôt été bien accueilli à son arrivée. Au niveau des Rotten Tomatoes, on est à 84%. Dis-nous tout, Sacha, pourquoi c'est ta pépite ? Alors là, je vais vous ouvrir la porte de ma DeLorean 5 places, 3 portes, et je vais vous ramener dans le passé. Et en fait, voilà, on est en 2007, 2006, 2008.
Et je sais pas ce que vous faisiez à l'époque, mais moi typiquement j'étais encore à l'école. Et quand on rentrait à la maison après une belle journée, et que pour X ou Y raison, j'étais seul avec mes frères et ma mère à la maison, mère nous disait souvent, je vais aller au loueur de DVD, parce que pour les plus jeunes, il y avait à l'époque un loueur de DVD, et il y avait à chaque fois 2 films qu'elle ramenait. Le film pour nous, ou en famille quand elle voulait bien regarder avec nous un film, et après le film de ma mère qui, évidemment, elle se faisait un petit kiff, elle se regardait un film pour elle. Et une fois, elle avait ramené Bon baiser de Bruges. Évidemment, Sacha directement, maman, je suis devenu grand, je peux regarder ce film avec toi. Non, c'était un non catégorique, tu ne regarderas pas ce film avec moi, je le regarde d'abord, et si je trouve que tu peux le regarder, tu le regarderas demain. Je n'ai pas pu le regarder, et j'étais vraiment très frustré. Et donc du coup, 5 ans plus tard, quand je l'ai revu, je me dis yes, je vais enfin le voir, je vais devenir un grand garçon, je vais voir ce film. Eh ben, heureusement que je ne l'avais pas vu quand j'étais plus jeune, parce que de 1, ça m'aurait choqué, et de 2, j'aurais rien compris. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'avais genre 13-14 ans après, je n'ai pas compris toutes les subtilités de ce film. Et donc, quand je l'ai revu récemment, j'ai compris toute la profondeur et la justesse de ce film. Et donc, vite fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste présenter son réalisateur, Martin McDonagh. Et quand tu sais le pédigré de ce monsieur qui, de base, est un mec des planches, ça se voit tout de suite beaucoup plus dans sa filmographie. Et j'ai trouvé ça terriblement intéressant de prendre ce parti pris de savoir que ce mec, si ça se trouve, il avait déjà interprété ce film en pièce de théâtre. Parce que tout du long de ce film, on voit clairement la simplicité. Ça aurait pu être un huis clos, en fait. Ils auraient pu rester tout du long dans la chambre d'hôtel. Et j'ai trouvé terriblement intéressant la simplicité, la mise en scène qu'il avait à travers les dialogues, à travers les raisons et les enjeux de chacun. Comment est-ce qu'il a fait pour créer un film, en fait? Tout bêtement, à partir de ce concept de base, c'est 2 assassins qui sont à Bruges et ils s'ennuient. Je trouve ça vraiment, vraiment fort. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce qu'à travers l'humanité et la mélancolie, on chasse tout ça avec du cynisme et beaucoup d'humour noir très anglais. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon film. Il est réussi de A à Z, que ce soit par sa musique qui accompagne toujours la mélancolie et la nostalgie, mais de plus par sa violence brute et cache, en fait, qui est toujours sous-épicé de petits commentaires bien narquois, bien humour noir. Pour moi, c'est du génie de réalisation. Bah écoute, déjà, merci beaucoup de la proposition. Je l'avais pas vu, même si j'avais vu plus récemment Banshees of Inisherin avec du coup les mêmes acteurs. Et même réalisateur. Même réalisateur donc Brendan Gleeson et Colin Farrell, on va les dire mal apparemment. Et donc j'ai découvert In Bruges pas plus tard qu'aujourd'hui. Et ben voilà, ça a été unanime, un bon gros 5 étoiles direct. J'avais rien à redire sur ce film-là. En plus, d'habitude, quand c'est en France, on dit cocorico. Ici, je ne sais pas ce qu'on dirait. On dirait peut-être frites, j'en sais rien. Mais au moins, c'est en Belgique, c'est très cool. Et en fait, il y a 1000 trucs que j'ai aimé à propos de ce film. Je ne sais même pas comment tout dire, mais on va commencer vite fait. Moi, tout ce qui est le champ lexical de l'enfance, c'est omniprésent dans ce film. Et parce qu'il y a un vrai trouble intérieur qui malmène très très fort un des 2 protagonistes. Et ça, c'est toujours rappelé non-stop, ce côté très enfantin. Et les personnages, en fait, il y a des moments où on est dans une scène où ils sont à 2. C'est ultra intense, il y a une grosse tension. Et en fait, il lui dit rends-moi mon fusil. Et en fait, du coup, c'est un peu les personnages qui sont des 50, 30, quarantenaires et redeviennent des enfants pendant quelques répliques. Et ça, c'est un truc que j'ai souligné, où je me suis dit, c'est vraiment brillant d'avoir mis en scène comme ça et de les avoir fait jouer dans ce sens-là, parce que ça remet en fait un peu toute la vulnérabilité des gens qui sont certes des tueurs à gages, mais qui sont aussi des hommes meurtris par ci ou par ça, l'un par la mort de sa femme et l'autre par la mort qu'il a causée d'un enfant, quoi. Donc c'est dingue, et tout ça, j'ai trouvé ça exceptionnel à beaucoup de niveaux. Ça sert aussi également un peu à de la comédie des fois. Ouais. Ce moment où il y a une partie dans la maison avec dans l'hôtel, dans l'auberge, avec Ralph Fiennes et avec Colin Farrell, et il lui dit qu'est-ce qu'on fait là? Il dit à 3 je saute par la fenêtre et toi tu me poursuis, quoi. Et après qui lance qui fait le décompte là? Ouais, c'est des trucs très très enfantins, et en fait c'est alors que ce qui se passe, c'est comment dire, l'issue de ces jeux enfantins, c'est la mort, quoi. C'est dark, ouais. C'est ultra dark, mais avec un truc qui t'emmène, et c'est du coup le contre-pied est encore plus vénère, parce qu'on a ce prisme de l'enfance qui est tout le temps ramené, et puis avec l'enfant qui l'a tué, etc. Et en plus de ça, le côté très très biblique, je trouve que c'est plutôt brillant de les emmener à chaque fois dans Bruges pour aller voir des
des églises qui ne sont pas là gratuitement, qui sont là pour rappeler un certain truc. Et notamment, du coup, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il regarde un tableau, il l'analyse presque de ce à quoi devrait ressembler le purgatoire. Et en fait, selon moi, le purgatoire, c'est la fin du film, en fait. Ouais. Littéralement. Le purgatoire, c'est Bruges, en fait. Quand ils arrivent à Bruges, ils sont en réalité déjà morts, tous les deux, à peu près, ou en tout cas, ils attendent de passer vraiment en enfer, puisque ces deux tueurs à gages qui ont tué plein de gens. Il y a même un dialogue entre les deux où ils analysent un petit peu le fait que leur vie, c'est quand même, leur job, c'est quand même d'être payé pour tuer des gens, même si c'était probablement pas des personnes très recommandables. Il se fait que, là, Colin Farrell, dans son premier job, c'était un jeune recrue, il tue l'espèce de mafieux corrompu qu'il fallait, sauf que la balle traverse et tue un enfant innocent, et ça crée cette espèce de situation purgatoire. Mais Bruges est un purgatoire, on se rend compte qu'il n'arrive pas à la quitter. Il y a un moment donné où un des personnages, on pense qu'il arrive à la quitter, et le hasard, c'est pas le hasard divin fait qu'il sera ramené, il ne peut pas partir de cet endroit géographique, et finalement, au début on pense que c'est le purgatoire que pour l'un des deux, mais c'est finalement les deux qui sont complètement dans cette zone-là, et finalement les trois presque. Ouais, voir les trois, j'allais dire. Et c'est assez génial, évidemment, il y a plein de petits signes très subtils, mais toujours dans le cinéma de McDonagh. Quand vous regardez Banshees of Inisherin, il y a plein de petits détails, de petites choses qui font un petit peu, qui empruntent au conte, qui empruntent à la mythologie, à la religion, des choses très, très bibliques effectivement dedans. Et moi je trouve ça vraiment très 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 subtil. Et pour moi mon explication du retour en enfance, il arrive dans la deuxième partie du film, parce qu'en fait quand la mort s'approche, finalement on régresse jusqu'à redevenir bébé, la vie, la mort ne font plus qu'un, et puis en fait ils vont mourir. Et il y a vraiment cet aspect où à la fin on redevient des choses hyper basiques de vie d'un petit être humain qui finalement c'est la fin du voyage pour eux. Et je trouve ça vraiment très 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 beau. Moi ça fait partie de mes films préférés de tous les temps. Quand t'as cité In Bruges, j'étais là genre mais oui, Bon baiser de Bruges, c'est trop trop bien, surtout parce que Banshees of Inisherin avait été mon film préféré de 1922, non, de 2022. Attention. Avec exactement les trois mêmes protagonistes autour, et vraiment vraiment trop bien ce film In Bruges. Et puis franchement le fait d'avoir tourné ça pendant 2 mois à Bruges, avec toutes les références belges, on voit les bières passer, on voit les cafés, on voit les beffrois, on voit les pierres, c'est trop chouette d'avoir ce pédigré d'acteur quand même qui est venu, il y a quand même Colin Farrell qui est venu chiller dans notre belle ville pendant 2 mois, et ça c'est quand même plutôt cool, quoi. Et aussi un très très bon un déjà très très bon Jérémy Renier, quoi, genre qui fait un très très bon job dans son malgré tout petit rôle, mais qui fait très très bien. Il était là, taf, quoi, on peut dire. Il était bien là, non? Ouais, il a quand même pas mal d'écran. Plus qu'un caméo, ouais, exact. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est avec ce film que je me suis rendu compte que Martin, c'était un peu le Guy Ritchie, l'OG Guy Ritchie, le Guy Ritchie des débuts, mais avec beaucoup plus de poésie et de finesse, en fait. Parce que Guy Ritchie, c'est tout premier film, Arnaque et Bottoming. Attention, très très bon film, Snatch, du génie aussi. Mais ça reste très, je dirais pas jusque burlesque parce que ce serait un peu le dénigrer, mais ça reste beaucoup plus dans le tac au tac. C'est plus frontal, c'est plus drôle, c'est plus dans l'action-réaction. Là, on a vraiment toujours ce délire de dialogue anglais très cynique, très drôle, complètement en décalage avec la réalité. Et je pense notamment à cette scène qui se passe dans une plaine de jeu. Je pense qu'on va pas la spoiler, c'est là vous devez la vivre, mais qui est absolument troublante, en décalage total avec ce qui se passe avec Colin et Brendan, qui ont un dialogue complètement bouleversant, et je trouve ça très fort de la part des Anglais d'arriver à écrire quelque chose d'aussi cynique, d'aussi noir. Et aussi dans cette scène-là, pour un peu agrémenter à ce que tu disais, la musique exceptionnelle, une tension de fou furieux, et un peu des switches à l'intérieur même de cette scène-là, mais comme tu dis, n'en disons rien, il faut absolument la voir et la vivre, et vous allez vous la prendre en plein dans la tronche, c'est garanti, et ça va vous toucher quoi qu'il en soit. Et puis c'est vraiment un film, ce film c'est vraiment un slow burn, donc c'est quand même, le rythme n'est pas très rapide, mais ceci dit, on s'ennuie pas une demi-seconde. Dès la première scène, déjà sur le petit bateau, sur le canal, t'es déjà saisi par ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi Colin Farrell est tout tremblotant et qu'il a l'air, en plus à cette époque-là, un peu à contre-emploi, on le connaissait, il était en train d'exploser aux États-Unis. Voilà, il avait même fait dans le méchant dans Daredevil, enfin il était plutôt un acteur qui était vu, il avait phone booth et des choses comme ça la même année. Il était vachement à Hollywood, et puis là, il revient faire ça. Il faut savoir aussi, et ça c'est une énorme qualité du film, et c'est ça aussi qui rend Banshees of Inisherin aussi chouette, c'est que les deux acteurs dans la vraie vie s'entendent hyper bien. Ils sont best buddy à fond, et vraiment ils s'adorent, vraiment presque comme si c'était Brother from Another Mother, comme ça, vraiment ils s'entendent très 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 bien, et tu sens cette alchimie, cette chimie entre eux qui est trop bonne, et qui rend les scènes de dialogue, elles sont
Presque vraiment... naturel en fait. Ouais, c'est hyper naturel. Et pour la petite anecdote, comme ça se passe à Noël, ils ont dû demander à la ville de Bruges de laisser toutes les décorations de Noël jusqu'au mois de mars. Et le maire de Bruges, à l'époque, le bourgmestre, a dû dire à tous ses concitoyens, excusez-nous, c'est pour la bonne cause, c'est pas qu'on n'est pas sur le dossier d'enlever les guirlandes partout, c'est juste que vraiment il y a une superstar, 2-3 superstars qui viennent filmer dans la ville, soyez indulgents. Et les Brugeois étaient super contents évidemment d'accueillir ce film. Et donc vraiment, on vous recommande à mort d'aller voir ce film. Je sais pas si vous avez encore un petit... Vas-y. Et en fait, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai beaucoup vu de films belges, je les défends beaucoup, et je les adore presque tous, mais par contre, je n'ai jamais vu quelqu'un filmer aussi bien la Belgique. C'est-à-dire que la Belgique, souvent, on la prend en dérision, on se dit, ah bah tiens, c'est un pays de beauf, un pays de plouc, un pays de baraki, tout ce qu'on veut, à bien des égards en tout cas, mais ça peut être aussi des magnifiques villes, des beaux pavés, des lumières dans la nuit, des bonnes bières en terrasse. Et voilà, et je fais des bons baisers à Bruges. Merci à Martine d'avoir fait ça en tout cas. Ouais, d'ailleurs, il le dit, c'est une ville de fairy tales, une ville de contes de fées. Il le dit plusieurs fois, la phrase est matraquée. Je pense que Martin McDonagh, en fait, l'anecdote est vraie. Il a eu l'idée de Bruges parce qu'il a fait un voyage là-bas un peu dans sa vie privée. Et puis il est tombé un peu amoureux de la ville. Il a visité tout et il s'est dit, et ça lui a tout de suite venu l'idée d'abord d'avoir deux personnages qui auraient tout à fait une vision différente du truc. Ouais. L'un des deux qui apprécierait vraiment beaucoup la ville et la culture, l'autre qui en a rien à qui faire. Veut rentrer le plus et vite il a commencé possible. à écrire un peu, comme tu disais, comme une pièce de théâtre, un peu ce dialogue entre les deux. Et puis le truc a évolué avec cette histoire de tueur à gages, etc., etc. Mais non, bien sûr, c'est un coup de foudre de la part de Martin. Attends, je termine avec ça, parce que Martin, c'est très étonnant, parce que c'est un de ses premiers films. Avant, il avait fait des courts-métrages. C'est son premier long. C'est son premier long-métrage, voilà, et je ne reviens pas que ton premier long-métrage, tu nous proposes une œuvre aussi intimiste et aussi presque discrète, je trouve. Parce que après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, ok, il a fait les Banshees, mais il a fait aussi Three Billboards, quelque chose. Je sais plus le terme exact. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Thank you. Et donc, ce très bon film qui a cartonné aux Oscars et aux Golden Globes, qui a valu... je sais plus qui l'a eu, je pense. Frances McDormand. Merci encore. Et ça, c'était un... non, Sam Rockwell, je pense. Pardon. Un des deux, bref, les deux étaient incroyables. C'était Martin encore aux commandes, mais avec une production beaucoup plus hollywoodienne, des acteurs, plus de budget, plus de personnages et tout. C'était aussi très bon, mais il y avait plus ce petit côté vraiment... intimiste. Exactement, plus humain que nous propose Bon Baiser de Bruges et qui retrouve... On retrouve cette saveur, je trouve, dans certains plans des Banshees, quoi, qui pour moi est plus abouti, mais en même temps, il avait beaucoup plus de bouteilles, quoi. Voilà. Bon, très très bien. Merci pour cette pépite. On vous encourage à la voir. Si je ne m'abuse, elle est disponible sur Prime. Je crois qu'il faut débourser 2 ou 3 euros, malheureusement, pour le moment. Mais moi, je sais qu'à l'époque, il y a quelques années, je l'avais vu sur Netflix en libre accès. Donc, il est un peu variant, ce film. Elle est dispo sur HBO Max. Sur HBO Max, voilà, très très bien. Et donc, rattraper cet excellent Bon Baiser de Bruges, qui est une belle traduction pour le coup en français, qui est une référence au James Bond Bon Baiser de Russie, pour ceux qui ont la ref. Et puis surtout, vraiment, si vous avez l'occasion des Banshees of Inisherin, ça, je sais qu'il est libre accès sur Prime. Je l'ai revu encore récemment, il y a quelques mois. C'était vraiment sublimissime. Les deux films se répondent. C'est comme des âmes qui se réincarnent dans une autre histoire et c'est juste les mêmes personnages. C'est juste trop bien. C'est délicieux. Ouais. Bon, nous, on arrive à la fin de ce podcast, mais pas avant de vous parler de nos coups de cœur de la semaine. C'est parti. At the end of the week, you will be an entirely different person. What happens in Thailand stays in Thailand. Amen. Amen. Il se pourrait que j'ai loupé pas mal de hype train. J'ai loupé plein de séries ou de films vraiment qui faisaient carton, qui vraiment entraînaient la majorité du monde avec. Mais moi, je n'avais pas pris le hype train à temps et donc du coup, j'avais pas pu comprendre pourquoi c'était si génial. Typiquement, j'ai loupé La Casa de Papel, j'ai loupé Narcos, j'ai loupé Breaking Bad, j'en ai loupé plein des comme ça. Mais par contre, il y a un hype train que j'ai voulu prendre parce que je voulais absolument savoir si c'était véridique, si c'était si bon que ça. J'ai commencé... J'ai regardé et j'ai clôturé White Lotus en 3 jours. The White Lotus sur HBO Max. La série qui fait carton, qui fait phénomène à toutes les cérémonies. C'est du génie. En fait, c'est Mike White. Oui, voilà. C'est Mike White qui avait joué un petit rôle dans Bienvenue à Zombieland. Je fais un clin d'œil à Edouard. C'est Mike White qui a créé et écrit cette série qui parle juste concrètement, qui prend à chaque fois un hôtel Four Seasons, donc un hôtel ultra luxueux. Il y met dedans divers personnages, une bonne dizaine. Et chaque saison, c'est des nouveaux personnages, c'est un nouvel hôtel et c'est de nouveaux enjeux. Et c'est terriblement drôle, c'est très humain, c'est très cynique sur certains points et surtout, c'est vraiment une bonne barre de rire et une belle introspection sur comment on peut être, à quel point sans être vulgaire. Voilà. Donc je recommande White Lotus. Chaque saison commence avec premier épisode, il y a un mort. Et tu regardes toute la saison, et juste après, il y a marqué une semaine plus tôt.
et tu regardes toute la saison avec le prisme de savoir à la fin quelqu'un meurt, évidemment. Tu ne sais pas c'est qui, à moins que tu aies regardé toute la saison. Voilà, The White Lotus sur HBO, je recommande. Aimer, emprunter. Oh! N'oublie pas, tu me dois 30 balles, hein? T'inquiète, je te rends bientôt. Aimer négocier. Te fais payer seulement 150 € pour la chambre. 150 €, regarde, c'est même pas une chambre. C'est une chambre. Tu te rends pas compte de la chance que t'as, hein? Aimer l'amour. Tu fais quoi à Bruxelles? Je sais pas, ça c'est l'amour comme tout le monde. Tu sais, je ressens encore des trucs pour toi. T'es comédien alors? Non. T'as une copine. Aimer s'embrasser. Attends, tu fais quoi là? Bah je sais pas, j'ai essayé de t'embrasser, t'as pas envie? Aimer la bagarre. C'est quoi ce mec? C'est qui que tu traites de connard là? Je t'ai pas traité de connard. Eh bien moi cette semaine je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup saucé et que j'ai énormément adoré, qui est franco-belge, Cocorico frites, bref on va pas revenir là-dessus, qui s'appelle Aimer perdre des frères Guit, donc Lenny et Harpo. Merci de m'avoir reposté sur Instagram les gars, ça fait plaisir. Et donc je vais vous lire un petit pitch rapidement. Donc sans emploi et endettée jusqu'aux dents, Armande Pigeon, 26 ans, galère à Bruxelles par-dessus le marché. Elle a un gros penchant pour le jeu et n'hésite pas à prendre des risques. Car pour Armande, tous les paris sont bons. Tout sauf un. Peut-être le plus fou auquel elle peine encore à se risquer, le pari de l'amour. Et donc voilà, en fait, on va suivre un personnage, donc ce personnage de Armande, qui est joué par Maria Cavalier-Bazan, très belle interprétation d'ailleurs, qui pérégrine dans Bruxelles, a joué par-ci par-là. Au début des films, elle joue ses chaussures, après elle joue de l'argent, et puis après elle en joue toujours plus, et elle finit toujours par perdre, même si elle n'aime pas ça. C'est un ride, hein, il faut vraiment le prendre. Comme tout le monde a pris Fils de Plouc à l'époque, c'est toujours aussi bien, toujours aussi subversif, toujours aussi inventif au niveau de la réalisation ou du scénario. Les personnages sont ultra incarnés, c'est super bien, je ne pourrais que vraiment recommander ce film. Allez-y pour la Belgique, pour le cinéma. Professor Berg, we've been expecting you. The global crisis has reached its breaking point. The refugee crisis, the floods. We want to send you back in time to prevent global warming. Ne kehitti keino lähettää henkilö muistot menneisyyteen. Syntymähetkeen. Et bien, quant à moi, je vais vous parler du premier film finlandais dont on parle dans ce podcast, After Us The Flood, sorti en 2024. J'ai pu le voir au BIF, hein, donc le festival qui vient de se terminer là il y a quelques jours. Alors, je vais pas essayer de le prononcer en finlandais parce que il y a trop de consonnes que je n'arrive pas à lire. Mais donc, c'est un film de Arto Alonen avec Elias Weistenberg, Linnea Leino et Tuomas Nilsson. Le petit pitch, on est en 2064, un physicien est renvoyé dans le passé pour sauver l'humanité. Ça, c'est en très rapide, mais en réalité, on commence le film avec l'année présente, 2024. On suit ce jeune et brillant physicien qui, avec une petite bande d'étudiants dont une des étudiantes va devenir sa femme, etc. Très brillant, arrive à inventer le fameux, le plus grand saut de la technologie dont l'humanité rêve depuis un moment, à savoir la fusion quantique. La fusion quantique, ça permettrait de s'affranchir de tout problème d'énergie. Sauf qu'il fait une erreur capitale, c'est qu'au lieu de donner sa patente d'invention de ce réacteur, hein, donc à énergie infinie, de la donner à l'ensemble de l'humanité pour pouvoir pallier au réchauffement climatique, pouvoir vraiment offrir des solutions à l'humanité, il le brevette de façon privée pour un gros chèque très vilain. Sauf que ce qui devait se passer arriva, le capitalisme se dérégla encore plus, et puis c'est la guerre, et le monde part en vrille. Du coup, en 64, on le renvoie dans le passé en disant maintenant tu fais tout pareil, tu réinventes ton invention comme avant, sauf que tu ne la donnes pas à un lobby privé ou à une entreprise privée, tu la donnes à l'ensemble de l'humanité pour sauver l'humanité, globalement. Donc le petit pitch, déjà, de base, il est génial parce qu'il est hyper contemporain, on sent vraiment cette sensibilité de la Finlande aussi sur le réchauffement climatique, sur les enjeux de migration et de l'humanité qui va à sa perte. Mais surtout, le film te reprend à revers complètement, parce qu'en fait, il parle presque pas de ça, finalement. Ça, c'est la trame de fond, mais il va te parler surtout du personnage principal, des personnages qui vont évoluer autour de lui, et le fait d'avoir une seconde chance. Si t'as été un peu un enfoiré dans ta vie, et que t'as la chance de revenir dans ton corps d'adolescent et de refaire les choix, est-ce que tu refais les mêmes? Est-ce que tu les fais différemment? Est-ce que tu comprends? Sachant que le petit pitch, c'est que quand il revient dans le passé, il a tous les souvenirs intacts de sa vie d'avant. C'est un peu le rêve, finalement, c'est avoir une seconde chance à ta propre vie. C'est bouleversant. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça a été un absolu carton pour le BIF, ça a été vraiment un des films remarqués du BIF, et le problème de ce film, c'est que vous ne le trouverez a priori pas. Au moment où je vous parle,
priori, ça va être très très difficile de le trouver parce qu'il n'est pas du tout considéré comme un film qui mérite une grande distribution. Il est en train de faire le tour des festivals, il a des critiques super positives, mais malgré tout, il est dans ce circuit secondaire de distribution de films. Et donc, ce qu'il faut faire ici tous collectivement, déjà, c'est d'essayer d'arriver à le voir. Si vous avez des festivals, à mon avis, il sera programmé, il est ultra programmé en ce moment. De continuer de dire que ce film est génial, et il est vraiment génial, il est vraiment unique. Et avec ça, peut-être qu'une plateforme qui a des gros sous, va le racheter et le mettre sur Netflix, sur Prime, sur quelque chose. Parce qu'il ne faut vraiment pas que ce film tombe dans les oubliettes, parce que c'est un excellent, excellent film. Moi, ça a été vraiment une claque absolue. Donc foncez sur ce After Us The Flood. Allez, je vais quand même essayer de le dire en finlandais. Jalkemene Vandempansumus. Voilà. La prononciation est parfaite. Ça, superbe jeu. C'est du vrai finlandais, ça, je pense. Hey, devinez quoi? C'était un super épisode de Ce n'est que du cinéma. Vous avez remarqué, l'équipe s'est agrandie. L'équipe est une vraie famille maintenant. Et si ça pouvait être vous? Vous n'avez pas envie de faire partie de cette famille? Il suffit de vous abonner, de nous mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Music, Deezer, on est à peu près partout. S'il vous plaît, rejoignez-nous, laissez un petit commentaire, créons ensemble une super communauté, une grande famille. Ce n'est que du cinéma. On se voit très vite pour un prochain épisode. Et entre-temps, on vous dit on vous aime. Trop bien. Merci mon bon Sacha, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. On espère que ça vous a plu. Comme Sacha a dit, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour découvrir même en avant-première tous les films dont on va parler. Parfois on organise même des concours pour gagner des places de cinéma de plus en plus, et une petite voix me dit que ça va arriver de plus en plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner maintenant parce que vous allez avoir la chance de nous suivre au Festival de Cannes. On aurait dû commencer par le dire tout de suite. Et bien nous on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao les copains. Ciao ciao ciao. Bisous, allez au cinéma.